Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais revenir sur la récente visite du ministre des Affaires étrangères mauritanien à Rabat, qui n'a pas manqué d'exciter le voisin algérien dans sa marocophobie endémique. D'ailleurs, après la visite du ministre, l'APS, plus connu sous le nom de Algérie Psychopathe Service, s'est empressé de publier un article en date du 27 mai intitulé « La Mauritanie n'a pas à se justifier de ses relations avec le Sahara occidental ». Mais malgré les parasites, tout semble aller pour le mieux entre la Mauritanie et le Maroc. Les deux peuples frères partagent beaucoup de choses en commun. Le nom du pays, Mauritanie, vient du mot Maurétanie avec un « et » qui provient de l'Antiquité et qui désignait la région du Maroc et qui signifie la terre des morts en romain. Tani signifie terre et Moré signifie mort. Le nom a été ensuite modifié pour devenir Mauritanie et il a été utilisé pour la première fois par les puissances coloniales pour désigner les régions du sud du Maroc dans les années 1800. Parce qu'à l'époque, il fallait trouver un nom à cette région pour la séparer complètement du Maroc et bien faire la distinction. Pendant très longtemps, le Maroc n'a pas voulu reconnaître la Mauritanie qu'il a toujours considérée comme un territoire marocain qui a été spolié par les puissances coloniales tout comme le Sahara atlantique. En 1955, le Maroc revendique le territoire mauritanien, mais la loi française Defferre offre en 1956 l'autonomie au pays. Les Français n'ont pas voulu rendre ce territoire au Maroc tout simplement à cause de l'entêtement des Espagnols à vouloir conserver le Sahara atlantique, qu'ils libéreront d'ailleurs qu'en 1975. Si la France avait rendu la province au Maroc, ça aurait de facto contraint les Espagnols à rendre le Sahara à cause de la géographie. La France a cédé à la pression espagnole. J'ai abordé dans mes vidéos sur l'Espagne cette stratégie des puissances occidentales à vouloir affaiblir l'empire marocain en le découpant en morceaux. La Mauritanie est un autre exemple de cette stratégie. C'est d'ailleurs une stratégie qui s'applique à l'ensemble de l'Afrique. Le découpage de l'Afrique a été entrepris par les puissances coloniales en incluant des peuples avec des cultures et des langues différentes à l'intérieur de frontières communes pour créer de l'instabilité, mais aussi pour garantir la pérennité de la langue coloniale qui est la langue commune, la lingua franca, de ces peuples africains qui vivent à l'intérieur de ces frontières artificielles. Le français et l'anglais sont aujourd'hui la lingua franca de plusieurs pays en Afrique comme le Cameroun et le Ghana. Pour les ensembles relativement homogènes comme le Maghreb, il y a eu une stratégie inverse, séparer les peuples identiques en mettant en place des régimes différents, en créant du nationalisme pour asseoir la domination du colon via la règle du diviser pour mieux régner. Et le Maroc, jusqu'à ce jour, souffre encore de cette stratégie coloniale dans son Sahara. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, le colon espagnol a créé le nationalisme sahraoui qui a été amplifié par le régime algérien. Après l'instauration de la loi Defferre sur l'autonomie de la Mauritanie, des conflits éclatent entre l'armée française et l'armée de libération nationale de l'ex-député Ould Babana. En 1958, Mohamed V revendique officiellement la Mauritanie avant que Ould Dada, alors président du gouvernement provisoire, proclame l'indépendance de la République islamique de Mauritanie le 28 novembre 1960. Mokhtar Ould Dada est élu le premier président de la Mauritanie un an plus tard. Le pays entre à l'ONU. Mokhtar Ould Dada est réélu en 1966 et le Maroc reconnaît officiellement la Mauritanie en 1969. Le nouvel État est une fois de plus confirmé lorsque la Mauritanie quitte le franc pour l'ouguiya, la monnaie nationale. Ça explique aussi les positions de certains dirigeants mauritaniens qui ont toujours soutenu le Polisario pour se défendre par rapport aux visées du Maroc sur la Mauritanie. En 1979, la Mauritanie reconnaît la RASD et retourne ses soldats contre le Maroc. Le Maroc a dû batailler contre 5 pays, la Mauritanie, l'Algérie, la Libye, l'Égypte et enfin Cuba. Il est intéressant de voir aujourd'hui d'ailleurs comment les choses ont changé en faveur du Maroc. Cuba se fout désormais complètement du Polisario, l'Égypte a changé de position et cherche le soutien du Maroc dans son conflit de barrage avec l'Éthiopie. La Mauritanie se rapproche du Maroc et se dit désormais neutre dans le conflit du Sahara, et la Libye a complètement opéré un virage à 360 degrés. En effet, le régime militaire algérien a toujours était proche du régime de Kadhafi et n'a jamais caché son alliance. On dirait que les régimes militaires illégitimes s'attirent. Or, depuis la chute du dictateur, les révolutionnaires sont au pouvoir en Libye et ils n'ont pas la mémoire courte. Le Maroc a aussi très bien joué la carte diplomatique en mettant en œuvre la réconciliation du peuple libyen, ce qui a été reconnu mondialement, même si l'Allemagne, sous la pression des généraux algériens, a voulu minimiser l'implication du Maroc dans le processus de paix. C'est à vous dire à quel point ce régime algérien est vicieux. Mais l'agressivité du régime algérien est inversement proportionnelle à son influence sur le terrain militaire et sur la politique du Sahara. Donc les Marocains devraient prendre chacune de leurs attaques comme une victoire.
J'ai toujours dit que l'Algérie était une construction artificielle, un pays créé de toutes pièces par la France et qui regroupe des ethnies totalement différentes. Arabes, Kabyles, Amazirs, Mozabites, Touaregs, Marocains de Tindouf et Béchar. Et ce qui tient ce château de cartes ethno-linguistique, c'est d'un côté les allocations sociales subventionnées par l'argent du pétrole, et de l'autre côté un régime militaire tyrannique qui réprime toute tentative de soulèvement populaire. Les Kabyles d'ailleurs peuvent témoigner de la brutalité de ce régime. Et d'ailleurs dans l'histoire, quand le cours du pétrole a baissé, la misère et la guerre civile a suivi avec le bâton de l'armée pour réprimer tout ça. C'est pour ça que ça me fait sourire quand les Algériens se vantent de dépenser des milliards de dollars dans l'armement. Lorsqu'un pays pauvre dépense autant pour son armée, ce n'est pas pour défendre le peuple, c'est plutôt pour le contrôler. Je peux notamment citer l'exemple de l'Égypte, qui est la première puissance africaine, mais aussi la Corée du Nord, qui a plus de soldats actifs que la Chine. Donc le changement de régime en Libye est certainement la plus grande victoire du Maroc après la reconnaissance du Sahara marocain par les États-Unis. Surtout quand on sait à quel point Kadhafi détestait le Maroc. Donc tout ça, c'est du passé désormais pour le Maroc, qui veut désormais construire l'avenir avec son voisin mauritanien et créer une union un jour, pourquoi pas. Le Maroc échange pour 250 millions de dollars de biens avec la Mauritanie, contre 50 millions de dollars entre la Mauritanie et l'Algérie. La moitié des importations de la Mauritanie proviennent du Maroc. Le Maroc est le premier partenaire commercial du pays. Nasser Bourita a d'ailleurs exprimé son souhait d'améliorer l'intégrité économique des deux pays. Les échanges entre les deux pays devraient exploser avec la mise en service de la voie express Tiznit-Dakhla, qui sera éventuellement étendue jusqu'à Nouakchott dans un avenir proche. Contrairement à la route transsaharienne qui relie Alger à Lagos, la voie express Tiznit-Dakhla est une double route qui permettra de réduire considérablement le temps de trajet entre le Maroc et le reste de l'Afrique. Le Maroc a non seulement des liens économiques, culturels, mais aussi historiques avec la Mauritanie. Ibn Yassine, originaire de la province du Souss au Maroc et fondateur de la mouvance almoravide, a unifié les tribus nomades qui voyageaient entre la Mauritanie et le Maroc. Les grands empires almoravides et almohades ont uni les deux peuples, qui ont toujours été unis d'ailleurs jusqu'à ce que le colon nous sépare. Le Maroc veut tourner la page du passé et reprendre des relations cordiales avec son voisin du Sud. À la suite de cette annonce, dans un geste de fraternité, le Maroc a envoyé un cargo de vaccins Covid à la Mauritanie pour sceller l'amitié entre les deux peuples. D'ailleurs, rappelez-vous des déclarations du ministre des Affaires étrangères algérienne qui avait dit au début de la pandémie que l'Algérie allait partager ses vaccins Covid avec la Tunisie. Monsieur le ministre, où sont vos fameux vaccins ? C'est la différence entre le Maroc qui ne parle pas, mais qui fait les choses, et qui attend d'être sûr pour promettre des choses, et un régime algérien de crocodiles, de bras cassés, qui parle sans cesse mais ne fait rien. Encore de fausses promesses. Le Maroc devrait envoyer une cargaison à la Tunisie juste pour humilier ce régime de mafieux. Pour enfoncer plus le clou, l'Algérie a vacciné 75 000 Algériens en date du février 2021 contre 2,3 millions de vaccinés pour le Maroc le même mois. Aujourd'hui, le Maroc a vacciné plus de 9 millions de ses citoyens et a ouvert la vaccination aux 40 ans et plus, alors que l'Algérie a cessé de publier ces chiffres. Par honte, j'imagine. À tous nos amis tunisiens, nous, les Marocains, savons que les mafieux algériens ne savent pas tenir leurs promesses. On l'a appris chèrement quand on a voulu récupérer nos villes promises en 1962. Ne vous faites pas avoir par ce régime de petits bras et de grandes gueules. En conclusion, cette visite diplomatique vient rassurer dans un contexte où le Maroc doit faire face à une multitude d'ennemis. Donc c'est un dossier à suivre et une bonne nouvelle pour la Mauritanie et le Maroc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si ça vous a plu. À bientôt.